Bonsoir mes amis, ces derniers temps je me suis souvenu de la manière dont mon père me parlait jusqu'à mes 26 ans. Il utilisait un ton enfantin, comme si j'étais encore un gamin. Il était incapable de me considérer comme un homme en devenir. Et ce contraste était d'autant plus marquant qu'à côté, il insultait chaque jour mes deux grands frères, avec une agressivité verbale qui marquait. Face à ça, je suis resté l'enfant docile pendant très longtemps. J'ai longtemps été l'enfant qui ne froisse pas, parce que je savais bien ce que ça me coûterait de s'affirmer face à lui. Des disputes, des paroles violentes, le retrait de son amour. Alors je me suis maintenu dans ce rôle d'enfant sage, comme si c'était le prix à payer pour être aimé de mon père. Je n'ai pas le souvenir d'avoir fait ma crise d'adolescence. Au fond, je crois que mon père avait quelque chose en lui, quelque chose qui faisait qu'il ne voulait pas que je m'affirme. Ce ton enfantin n'était pas seulement une habitude, c'était sûrement la réponse à un besoin psychique profond chez lui. Un besoin qu'il n'a jamais su nommer et qui a façonné entre nous un lien père-fils qui ne m'a pas aidé à grandir. J'avais beau lui demander d'arrêter, de me parler autrement, je le demandais avec respect, en contenant toute la colère que j'avais en moi, mais mon père en était incapable. Il continuait de me parler comme on parle à un gamin de 8 ans. D'une manière générale, à un certain âge, il est difficile de changer. L'âme perd en souplesse à partir d'un certain âge. L'âme se rigidifie. J'avais besoin de son amour et son éloignement m'aurait peiné. Je préférais donc me taire parce que dans mon esprit, le froisser, c'était peut-être perdre la considération paternelle dont j'avais besoin pour me construire. Mes frères s'étaient révoltés et ils en payaient le prix. Avec ce qui lui reste de lucidité aujourd'hui, il constate le morcellement de la famille. Mais il ne comprend pas pourquoi il a agi si longtemps ainsi. Ce schéma, il l'a entretenu avec nous sans le savoir. Parce que, encore une fois, il répondait sans doute à quelque chose d'inconscient et de très profond en lui. Et je pense même qu'il n'en aura jamais conscience de son fonctionnement, jusqu'à la fin de ses jours. Mon père ne s'est sans doute jamais vraiment connu lui-même. Je n'émets plus aucun jugement à son égard. Mais ce vécu dit quelque chose de plus large. Il montre à quel point certains parents ne parviennent pas à couper le cordon. Ce vécu montre à quel point certains parents maintiennent leur enfant dans un schéma relationnel infantile ou archaïque. Un schéma qui rassure le parent, mais qui enferme l'enfant. Je veux dire un schéma nécessaire au parent lui-même pour faire face à un malaise profond chez lui, mais un schéma qui empêche l'enfant de devenir pleinement adulte. Sur cette chaîne, je vous ai souvent parlé du complexe d'Oedipe, comment il s'est répercuté dans ma vie d'adulte, de ce que ça a impliqué pour moi et pour mes proches, et surtout comment j'ai pu m'en sortir. C'était essentiel de partager avec vous cette épreuve et sa résolution, parce que je sais que certains d'entre vous connaissent encore ces mêmes difficultés. Et on peut s'en sortir. Mais il y a un autre aspect dont je n'avais pas encore parlé et qui est tout aussi destructeur. C'est la situation inverse. Je veux dire quand le parent, parfois consciemment, mais le plus souvent inconsciemment, refuse de desserrer le lien. Quand il maintient son enfant dans un rapport psychique beaucoup trop fort, bien au-delà de l'âge
où il devrait le laisser prendre son envol, quand il s'accroche à l'idée que son fils, que sa fille, restera toujours un enfant. Évidemment, pour nos parents, on reste toujours leur enfant. C'est normal, et je trouve qu'il y a une tendresse naturelle et bienveillante dans cette idée. Mais quand le lien devient dépendance, je veux dire dépendance émotionnelle ou même psychique, quand ce lien empêche de reconnaître les besoins d'émancipation, là, il devient une entrave. Parce qu'un enfant, pour devenir adulte, a besoin d'expérimenter, de décider par lui-même, de se tromper parfois, de s'affirmer. Si le lien parental l'empêche de le faire, alors c'est plus un lien qui soutient, c'est un lien qui contraint, qui étouffe. Et c'est bien ça le danger, le refus de la séparation psychique. Le parent continue de considérer son enfant comme un prolongement de lui-même. Il ne le reconnaît pas comme une personne capable de choix autonome, avec ses désirs et besoins propres. Cette non-reconnaissance de l'adulte en devenir prend souvent la forme de schémas infantiles et archaïques, à la fois émotionnels et relationnels. Le père ou la mère enferme inconsciemment l'enfant dans un rôle figé, qui répond aux besoins inconscients du parent. Le petit garçon fragile, qu'il faut protéger à tout prix. Ou au contraire, la petite fille parfaite, qui doit rester irréprochable. Ces rôles rassurent le parent, mais au détriment de l'enfant. Ces rôles empêchent souvent l'enfant de construire une identité adulte et libre. Et derrière, il y a une ambivalence inconsciente. Parce que l'amour est réel, l'amour parental est là. Mais il se mélange à une angoisse sourde. La peur de perdre son enfant. La peur d'être mis de côté. Parfois la peur de vieillir seul ou d'être abandonné. Cette crainte est humaine. Mais ce que je dis juste, c'est que sans le vouloir, le parent risque de resserrer son emprise, parfois de façon imperceptible. Le parent croit aimer, mais il étouffe. Et pour l'enfant, c'est un poids invisible, un poids qui peut durer des années, parfois toute une vie, si rien ne vient rompre ce schéma. Quand un parent refuse de laisser son enfant grandir, ce n'est pas seulement une gêne passagère, c'est une empreinte profonde, un handicap qui peut marquer toute une vie. Dans mon cas, c'était l'empreinte d'un contexte familial entretenu par un père violent et ambivalent, et par une mère impuissante qui subissait, qui n'avait pas les moyens psychiques d'intervenir. C'était un contexte qui avait enfermé l'enfant que j'avais été dans une double contrainte. D'un côté, un père qu'il ne faut pas contrarier, de peur que sa tyrannie explose. De l'autre, une mère qu'il ne faut pas accabler davantage, parce qu'elle souffre déjà. Dans ce schéma, j'ai appris très tôt à me taire, à m'effacer, à me maintenir dans une posture d'obéissance, pour pouvoir recevoir l'amour paternel, et pour soulager moralement ma mère. J'avais peur qu'elle tombe malade. Mais ce silence-là, il avait un prix. Ce prix, c'était la culpabilité chronique. J'ai grandi avec l'idée que j'étais redevable, que je devais ménager mes parents, que je devais même me sacrifier en quelque sorte pour préserver la paix familiale déjà très fragile. Et cette culpabilité, je l'avais intériorisée à tel point qu'elle faisait partie de mon mode de fonctionnement.
À l'âge adulte, la culpabilité a longtemps continué de hanter mes choix. Impossibilité de dire non, impossibilité de m'affirmer, allant jusqu'à entretenir mes troubles obsessionnels compulsifs. J'en ai plusieurs fois parlé sur cette chaîne. Tout ça rend l'autonomie extrêmement difficile. Comment devenir indépendant quand on a appris que décider par soi-même, c'était trahir? Comment prendre des risques quand chaque affirmation de soi rappelle le spectre du conflit, du rejet ou même de l'abandon? Beaucoup d'adultes issus de ce contexte familial restent bloqués dans des dépendances affectives, dans des dépendances financières ou psychiques, parce que s'arracher à ce lien leur semble encore comme dangereux, comme presque interdit. Et puis, il y a les attentes déviantes qui naissent de cette enfance volée. Dans les relations amoureuses, l'enfant devenu adulte porte encore les marques de son histoire, à son insu. Soit il attend de son ou de sa partenaire une tendresse inconditionnelle, presque maternelle ou paternelle, ce qui déséquilibre le couple, soit il craint tellement de revivre une forme d'emprise qu'il fuit l'intimité. Il se protège. Résultat, des blocages amoureux, des relations chaotiques, parfois même l'impossibilité de construire un lien durable. Parfois, ce schéma se transmet de génération en génération. On peut le reproduire avec ses propres enfants. Parce qu'on ne l'a pas déconstruit, on le transmet. Celui qui a été infantilisé peut infantiliser à son tour, non pas par cruauté, mais mécaniquement, parce que c'est le seul modèle qu'il a intégré et qu'il pense aimer seulement de cette manière. Et il y a aussi une dimension plus intime, dont on parle rarement, l'impuissance, les dysfonctionnements et troubles de l'érection. Parce que quand l'affirmation de soi est vécue comme une faute, comme une menace, le désir lui-même peut être entravé. On peut garder en mémoire cette peur d'exister pleinement, jusque dans la sexualité. Et dans ce cas, l'homme, adulte en apparence, peut rester prisonnier de l'angoisse de l'enfant qu'il a été. Une angoisse qui l'empêche de vivre sa vie d'homme. Tout ça, ce sont en partie les conséquences d'un lien qui aurait dû libérer, mais qui au contraire a enfermé. Et tant que le parent reste aveugle à ce mécanisme, l'enfant porte lui seul ce fardeau, parfois même jusqu'à l'épuisement. À mes yeux, la psychothérapie analytique et la psychanalyse restent les disciplines les plus adaptées à cette problématique. Je précise que je ne suis financé par personne. Et ce que je vous transmets ici, c'est uniquement ce qui m'a aidé personnellement à m'en sortir. Ce que j'ai expérimenté et ce que je crois juste de partager avec vous. C'est dans ce cadre thérapeutique et analytique qu'on peut réellement avancer. Parce qu'on ne peut pas se reconstruire si on ne voit pas d'abord ce qui se joue en nous. C'est la première étape essentielle. Mettre en lumière ces liens nocifs. Comprendre comment ils entravent notre envol. Comment ils conditionnent à notre insu nos attentes vis-à-vis de nos partenaires, de nos amis, de nos collègues et même vis-à-vis de nous-mêmes. Le but de la thérapie est de comprendre les schémas relationnels et émotionnels qui se sont joués depuis toujours et qui se jouent encore entre parents
et enfant devenu adulte. La thérapie aide à reconstruire un lien plus sain, tout en permettant au patient de s'épanouir pleinement. Il faut bien comprendre que tant que ces schémas restent dans l'ombre, tant qu'on n'a pas les mots pour les nommer, ces schémas nous gouvernent. Mais comprendre ne suffit pas toujours. Il faut aussi revivre. Revivre par la pensée, mais aussi par les tripes. Il faut que ça vous traverse entièrement, que ça vous secoue au plus profond de votre être, pour que vous puissiez expulser ce que vous portez depuis trop longtemps. Toutes ces colères que vous avez retenues, toutes ces douleurs que vous avez enfouies, elles ne disparaissent pas toutes seules. Elles conservent même leur intensité jusqu'à la fin de notre existence. Il faut donc qu'elles sortent, qu'elles s'expriment d'une manière brute pour pouvoir s'en libérer. Je me souviens de ce moment, seul dans mon appartement, où j'ai laissé sortir ma colère contre mon père. Une colère brute, presque animale, que j'avais gardée en moi pendant des années. C'était violent, oui. Mais après ça, j'ai senti une libération immense. Comme si enfin, je pouvais reprendre ma place d'homme face à lui. Aujourd'hui, je revois mon père avec recul, avec sérénité aussi, et même avec une certaine compassion à son égard. Parce que je sais qu'il a lui aussi été pris dans ses propres chaînes intérieures. Il n'a pas choisi tout ça. Comprendre et revivre le passé a été nécessaire. Il m'a fallu traverser cette tempête intérieure et je n'aurais jamais pu le faire sans une psychothérapie analytique. Mais il m'a aussi fallu ma propre force de caractère. J'ai pas lâché. Je me suis pas fui moi-même. J'ai affronté cette vérité avec tout ce qu'elle comportait de douloureux, en me rappelant chaque jour que ma paix intérieure ne tomberait pas du ciel et qu'il fallait absolument agir. Parce que sinon, le danger qui nous guette est simple. C'est celui de rester prisonnier. C'est celui de rester enfermé dans ces schémas nocifs, sans même s'en rendre compte. Et encore une fois, ça peut gâcher une vie. C'est pour ça que la conscience de soi est vitale. La conscience de soi est le moyen de se libérer, de redevenir acteur de sa vie et de se rencontrer enfin soi-même. Se libérer de ces liens, c'est douloureux, mais c'est possible. Et c'est peut-être ça aussi, devenir adulte. Reconnaître ce qui, dans notre histoire, nous a longtemps enfermés, pour enfin se lancer dans une autre voie plus salutaire. On ne changera pas nos parents. On ne réécrira pas non plus le passé. Mais on peut décider de ne plus laisser ces schémas conserver une emprise sur nos vies, tout en retrouvant, si c'est possible, un lien plus juste et plus sain avec nos parents. Et à partir de là, quelque chose de nouveau peut commencer. Je vous invite à partager vos réflexions et vos questions en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, dans une prochaine vidéo.